bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission La Relève. Aujourd'hui, nous allons parler du quid de l'université au Congo. Bonjour les amis. Vous êtes tous jeunes, universitaires pour la plupart. On va pendant 20 minutes évoquer quelques questions qui concernent votre secteur. Donc je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a le premier qui a le courage de prendre la parole? La première, le mois de la femme. Merci honorable pour la parole. Je réponds au nom de Daniela Chabani, étudiante en relations internationales à l'UPEN, plus précisément en L2. J'ai une question pertinente pour l'avenir de jeunes que nous sommes. En fait, ma question est celle-ci. Le mot retraite, pourquoi n'est-il pas pris en compte dans notre société ou encore dans notre pays face au taux élevé du chômage des jeunes? C'est un peu ça ma question. Bon, vous avez utilisé deux expressions. Vous parlez de retraite et vous parlez de chômage des jeunes. Bon, après il y a des liens qu'on peut faire, hein, ça c'est sûr. Mais parlons de la retraite ou des retraites. Vous avez bien vu qu'à l'étranger, pour avoir des équilibres dans la caisse de la sécurité sociale, on pousse les gens à travailler plus tard, jusqu'au-delà de 65 ans, pour qu'on puisse continuer à prélever des cotisations et aider les plus jeunes. Dans notre pays, nous avons une caisse nationale de sécurité sociale qu'on appelle la CNSS, qui dernièrement a fait une réforme concernant le régime général de la sécurité sociale en intégrant quelques innovations, notamment pour les professions libérales, les professions d'avocats, les vendeurs ambulants. Il y a des allocations uniques maintenant qui sont créées. Mais il faut quand même reconnaître que très peu d'entreprises aussi, parce qu'il y en a peu, sont en ordre de leur cotisation sociale. Et puis déjà, la retraite, c'est quand même un gros budget pour tous les pays du monde. Maintenant, vous avez aussi parlé du chômage, et si vous voulez faire le lien, les personnes qui chôment ne travaillent pas et on ne prélève pas des cotisations sur des personnes qui ne travaillent pas. Normalement, dans les pays sérieux, les cotisations sont prélevées pour supporter, entre autres, les chômeurs. Dans les pays développés, je voulais dire, pour ne pas dire sérieux, les chômeurs reçoivent une allocation de chômage pour vivre. Nous n'avons pas encore les moyens de donner des allocations de chômage, mais ça viendra parce que je vois qu'il y a l'ONEM. Avant, nous n'avions pas les moyens de payer les IDJ, les indemnités de grossesse pour les dames, pour les femmes travailleuses qui prennent des congés. Maintenant, ça se fait. Au plus nous aurons des moyens, je crois que notre État sera capable de prendre en charge aussi autant les bourses pour les étudiants que le chômage pour ceux qui sont en quête d'emploi, parce qu'ils doivent vivre aussi. Donc, pour lier ces deux questions, on peut simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons une situation qui est quand même assez anodine. Pourquoi? Parce que nous avons la capacité de produire sur l'ensemble du territoire national plus ou moins 100 000 étudiants pour le deuxième cycle. Je dis plus ou moins parce que je n'ai pas les chiffres exacts. Je sais que déjà pour le campus, on est à plus de 20 000. Donc je suppose que par an, si on prend l'ensemble du territoire national, on produit plus ou moins 2 millions de diplômés, peut-être 1 million, 1,5 million de diplômés. Et lorsque vous prenez le marché de l'emploi, il est à moins de 1%. C'est-à-dire vous avez l'offre et puis vous avez la demande. Et d'ailleurs, dans notre pays, l'État est le plus gros employeur. Donc aujourd'hui, pour 1,5 million de personnes qui viennent d'avoir leur diplôme, sur le marché du travail, il y a peut-être 100 emplois, 200, 300, 400, peut-être 1000 qui sont disponibles et qui ne correspondent pas forcément aux études ou aux différents profils qui sont sortis de l'université. Et ça, c'est un problème d'inadéquation qu'il faut résoudre, pour la bonne et simple raison qu'en réalité, nous devons switcher vers une formation de développement. Nous avons subi depuis plus de 50 ans, on est même arrivé au niveau de penser que parler français, c'est être intelligent. Ça veut dire que lorsque vous arrivez, vous dites « moi je suis intellectuel, moi je suis licencié, moi je suis gradué », ça devient une carte d'identité et on devait vous accorder la crédibilité nécessaire parce que vous avez un diplôme. Le diplôme ne représente rien. Parce que le diplôme atteste simplement que vous avez suivi un cursus et que le matin, le prof vous a posé une question, vous a expliqué quelque chose et que l'après-midi, lorsqu'il vous a posé la question, vous avez reproduit exactement ce qu'il vous a dit, ou à peu près. Il vous note par rapport à cela. Mais est-ce que le professeur lui-même, il est à jour? Est-ce que le professeur lui-même a des recherches? Vous savez, moi, j'ai eu des professeurs dans ma vie, je ne vais pas citer le nom, je prends un cours comme la macroéconomie. J'enseignais à l'université, ça veut dire que lorsqu'on avait des cours où on avait des espaces l'après-midi,
mes collègues venaient pour que je leur explique la macroéconomie. Parce que je pensais que je connaissais la macroéconomie, ou je pensais que je la comprenais mieux. Et pour la petite anecdote, j'arrive en Belgique, je fais mon 3e cycle, et puis j'avais la liberté de choisir des cours. Et j'ai dit, bon, ce cours de macro, on aura danger dans ce moment. Donc je prends le cours de macro. Et là, je vais le faire en premier graduat. Moi, je fais le 3e cycle, mais quand vous choisissez un cours, vous devez. Donc je vais en premier graduat pour suivre le cours de macro. Alors, contrairement à chez nous, celui qui donne le cours de macro, c'est un spécialiste, quelqu'un qui pratique. Alors que chez nous, ce sont des théoriciens. Donc la dame qui enseignait la macro, même si elle ne venait pas tout le temps, elle était directrice à la Banque centrale de Belgique. Madame Fuss, Catherine Fuss. Donc, vous savez comment on a été. Après sa cour, je dis, mais ma quoi modèle ni ma quoi on a tant de beauté. Bon, alors, on fait l'examen à Bettinga 3. Je dois aller voir cette dame. Et ce n'est pas comme ici. Hein. Quand vous doutez de vos points, on vous sort votre copie et vous discutez avec le professeur, il vous donne les réponses, c'est entendant. Et puis elle me dit, vous voulez avoir votre copie? Bon, écoutez, il n'y a pas de problème, venez à la Banque centrale, dites que vous voulez voir Madame Catherine. J'arrive là-bas, on me reçoit. Ah bien, c'est Monsieur Mamba. Oh, elle sort la copie. Ah bien, vous voyez là, la première question, regardez ce que vous avez écrit. Ben, c'est pas ça, c'est ça. Et puis, on va venir dans la table. Bon, je ne sais pas où vous avez appris ça, mais bon, il y a des efforts à faire. Donc, 3, on est à 3. C'est pour vous dire aussi que quelque part, chez nous, on nous a tellement élevés dans la culture du potentiel. Nous expliquer que nous avons un pays immensément riche. Personne n'a évalué le niveau de pauvreté, ou ce que nous avons perdu en termes de quantité de notre potentiel. Il n'y a pas des études sur ça. Est-ce que notre potentiel des années 60 est égal à notre potentiel des années 2023? Parce que tout ce que nous exportons, nous le perdons. Les ressources naturelles ne se renouvellent pas, en dehors des ressources hydrauliques, les eaux et tout ça, mais des fois, ça s'assèche aussi, avec les dérèglements climatiques. Donc, on nous a élevés dans la culture du « nous sommes capables de 80% de terres arables », tout ça. Mais ça, mon ministère, ça, c'est la terre arable en Océan. Mon ministre mort la mukina tongo non denga boy toujours importer mbisi toujours kene na mbibi to kene kosoma mbisi. Alors qu'on vous dit que les poissons naissent, vieillissent, hein, grandissent et vieillissent et meurent dans l'eau. To randa makasi na ba phrase wana. Ba pèse au ministère à pêche au monde. Ba pèse pe ngo boy mbisi tikalika kuna kufi okumo le banon voilà, il faut tout importer ba poisson. Donc quelque part nous avons exclu de notre système éducatif toutes les personnes qui ne parlent pas français parce que nous avons un enseignement qui est focalisé sur la langue française, surtout sur l'ensemble du territoire national. Alors que vous pouvez trouver un génie au Mayombe qui peut être très fort en chimie, mais Aïboloba français, il est exclu du système éducatif. Et donc à partir de ce moment-là, c'est la langue qui devient une barrière. Donc il faut faire la différence entre le QI et l'expression. Et à comme tout d'ailleurs, français, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut vous débiter des Français du matin au soir, mais c'est un aventurier. Moutoum soupa ébine français malamouté. Mais au PC, le moins à résoudre, au moins il peut au travail, il résout le problème. Donc, il y a des stéréotypes que nous devons écarter. Il y a des éventualités que nous devons envisager. Par exemple, la possibilité d'avoir des cours dans les langues nationales pour que le français ne soit pas une barrière. Parce que imaginez-vous, parce que droit et sengaka, mutoye ba verbe. Mais nous avons un double handicap. Ta langue maternelle, c'est le lingala, c'est le chiluba et tout ça. Tu apprends d'abord la langue et ensuite tu dois apprendre la matière. Donc, ce bypass-là, c'est quand même un obstacle. Et vous allez entendre des gens, ils finissent l'université, au PC à ta phrase en français, un texte d'une page, au moins on a 40 fautes, 30 fautes, 20 fautes. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais la langue est une barrière. Et quand vous prenez l'exemple de la Belgique, c'est un tout petit pays, mais vous avez les Flamands et les Wallons. Les Flamands sont fiers de leur langue, ils apprennent dans leur langue toutes les matières, ils sont plus développés que les Wallons. Donc, on pourrait bien envisager que nous ayons des universités en Kikongo, comme ça, il peut aller à l'université sans complexe parce qu'à côté de la langue, ce sont aussi des choses à considérer. Et aussi, il faut organiser notre formation en fonction de nos besoins. Vous savez, aujourd'hui, je vais être long, mais je vais terminer par là. Comme ça, vous allez poser d'autres questions. Ceux qui beaucoup de parents, ou bien vos beaux-frères, vos belles-sœurs, ceux qui, madame, voyez, papa, il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Papa retourne d'ailleurs le but, non, mais madame, il est qui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Allez lui dire que non, c'est un philosophe. Il va se fâcher, même s'il ne l'a pas vu. Il a dit, il faut arrêter ces histoires-là.
C'est un sociologue. Il va vous dire arrêtez ces histoires-là. Pourquoi? Parce que nous avons négligé des choses qui peuvent être pertinentes pour le développement de ce pays. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez la sociologie, l'étude de la société, vous allez constater que, avec des exemples qui peuvent être banals, que la notion de l'autorité a été bafouée dans notre pays. Il suffit que ça petit mot ça pas tout à Cyril. Ici, nous avons un président fondateur. Mobutu Akufo, mais lui, il est déjà président fondateur. Et aller un peu partout, vous allez constater que tout le monde est président. Tout le monde, au fait, les gens s'accrochent au titre parce que c'est devenu une culture chez nous. Et un sociologue peut réfléchir là-dessus seulement pour comprendre et analyser, mais peut vous dire comment c'est ce qu'on peut faire pour que les générations futures soient plutôt focalisées sur le service que sur les honneurs. Vous allez voir un ministre qui arrive, les gens courent dans le cabinet, on doit ouvrir sa porte, les gens ont peur de l'autorité, mais après le ministre va dans des toilettes ou des installations sanitaires qui sont sales. Peut-être que le bureau du ministre, il est sale. Mais tout le monde est focus sur l'autorité et moi, j'ai vécu cette expérience-là. Donc, je crois qu'on peut avoir 5-6 émissions comme ça pour parler de l'éducation, mais il y a des changements fondamentaux qui doivent intervenir sur la philosophie qui est derrière. Aujourd'hui, quels sont les besoins que nous avons? Nous avons des besoins industriels. Des institutions comme l'INPP, il faut renforcer les capacités. Pourquoi? Parce que nous devons avoir une formation de développement par rapport aux besoins que nous avons. Je suis peiné de voir des Chinois qui viennent ici pour construire des routes. Peiné de voir des Chinois qui viennent pour construire des bâtiments. Donc nous devrions être en mesure d'avoir tout type d'ingénierie et organiser nos formations pour que nous-mêmes, les Congolais, construisions les édifices nécessaires à notre développement. Donc il y a tellement de choses à dire que je vais peut-être m'arrêter là le temps que vous interveniez. Merci, honorable, pour la parole accordée. Je réponds au nom de Mouirou Amani Racha, je suis étudiante en relations internationales en L2 à l'UPN. Alors, ma question est de savoir, honorable, que pensez-vous du système LMD en République démocratique du Congo? Est-ce précipité ou un très bon système? Ce que je peux dire, c'est que on tend vers des choses qui sont de plus en plus pragmatiques et pratiques. Vous savez, moi, j'ai fait l'université protestante. Et lorsque je me rappelle des cours que j'ai eus en premier graduat, j'en avais 18. Dans ces cours, vous aviez histoire de la révélation, vous aviez des cours liés au rangement, je ne sais plus comment on appelait ça, mais comment on classe les livres dans les bibliothèques, plein de choses, alors qu'à la fin, moi, je devais avoir une licence en marketing. Avec le système LMD, c'est un peu plus concret, parce qu'on peut commencer sa spécialisation et être dans l'orientation dès le bas d'étage, et c'est pragmatique. Mais il ne faut pas qu'on suive des choses à l'aveuglette. On doit adapter ces LMD en fonction de nos besoins de développement. Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Vous savez, par exemple, chez les Flamands, à chaque fois qu'ils veulent donner des bourses, ils vont motiver, ils vont octroyer des bourses pour les secteurs dont le pays ou la partie flamande a besoin. Si, par exemple, nous avons des besoins d'électriciens, besoin de plombiers, parce que nous avons des grands projets, on va vous dire, écoutez, ceux qui vont aller faire la plomberie auront une bourse de $200. Donc, les gens qui n'avaient pas envie de faire la plomberie parce qu'il y a cette bourse-là, ils y vont. Alors, nous devons atteindre ce niveau-là de voir quels sont les besoins que nous avons, évaluer ce que nous avons en termes de main-d'œuvre qualifiée, évaluer le besoin en termes de dire, bon, on a par exemple besoin de 1000 ingénieurs, on a besoin de 200 plombiers, on a besoin de 500 électriciens. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que l'ISA peut nous en donner? Non. Est-ce qu'on doit construire d'autres universités? Oui. À partir de ce moment-là, on définit tout un plan sur 5 ans de comment est-ce que nous finançons et comment est-ce que nous orientons les efforts en formation aux besoins du développement. J'ai d'abord une question. Mon nom, c'est Bukaulu Katika Josué. Honorable, est-ce que vous pensez que les problèmes des étudiants congolais ou des universitaires, de créer par exemple ou d'inventer quelque chose, c'est par rapport à la spécialisation ou bien c'est par rapport à la mauvaise formation, de part que je pense que les étudiants congolais sont plus des généralistes que des spécialistes? Ok, pour cette question-là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, les gens qui font le marketing à l'université au Canada et tout ça, ils vont faire 4 ans, il ne fera que du marketing du début à la fin. Ici, une personne qui veut faire le marketing, on va lui dire, tu fais 3 ans de tronc commun. Moi, j'ai fait administration des affaires et sciences économiques. Donc, il y a 3 années de tronc commun. Et puis, je fais 2 ans de marketing. Forcément, je serai moins performant sur cette question-là par rapport à ceux qui ont fait 5 ans en ne faisant que la même chose. Maintenant, ce qui concerne la recherche. Vous savez, lorsqu'on vous dit
Notre pays est immensément riche et tout ça. Au Japon, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas d'or. En Chine, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. Mais vous devez savoir que la plus grosse ressource dont nous disposons, elle est intellectuelle. Vous prenez un groupe comme Google. Par 20 là-bas, on a garage, il y a 15 ans, avec un vieil ordinateur. C'était 2 gars, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont eu leur invention, ils ont eu un brevet de leur invention. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Pfizer, par exemple, ce sont des brevets. Lorsqu'ils prennent le vaccin contre la Covid, il s'est breveté. C'est le monde entier qui demande ce vaccin-là et ils entrent des millions. Ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de coltan. Le problème avec nous, c'est que nous n'investissons pas dans la recherche et nous n'avons pas de brevets. Parce que le brevet, c'est de l'intelligence protégée et de l'intelligence protégée, ça se vend très cher. Et ça peut être une source de revenus. Donc lorsque vous voyez les professeurs d'université que nous avons, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne vont pas dans la recherche parce que la recherche, ça coûte cher aussi. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous devez payer, par exemple, un cours scientifique pour la recherche, ça veut dire que la personne, le gars n'a pas le temps de se raser. Mais il est payé conséquemment par rapport à la recherche. Ça veut dire qu'il peut avoir 10 000, 15 000 euros le mois. Il est dans un laboratoire, il travaille 22 heures par jour ou 18 heures par jour. Le lendemain, il y va. Et peut-être pour faire une découverte, après 3 ans, après 4 ans. La recherche, ça coûte cher et il faut des investissements sérieux en termes d'infrastructures. Parce que pour la recherche biologique, par exemple, il faut vraiment des infrastructures appropriées. Pour la recherche technologique, il faut des infrastructures appropriées. Ici, nous n'avons que l'Académie des Beaux-Arts. Mais imaginez-vous, Bato Bassarami Touka, les designers et tout ça. Ce sont des ingénieurs qu'on peut trouver ici, mais il faut les mettre dans des conditions pour qu'ils puissent chercher. Ceux qui doivent fabriquer la machinerie, fabriquer les pièces et ainsi de suite, si nous n'investissons pas dans la recherche, et regardez même le budget que nous avons, à part réservé à la recherche, est généralement infime. Tout le monde, ils ont dit qu'ils avaient créé un satellite. Alors, ils ont mis les photos du satellite. Donc, quand ils venaient, les gens rigolaient parce qu'ils savent à quoi ressemble un satellite. Et pas moi qui connais un satellite. Mais eux, ils ont produit un satellite en fonction des moyens qui sont disponibles. Et généralement, ces moyens-là sont excessivement bas, de telle sorte que la recherche n'est pas encouragée. Donc, l'avenir de demain, ce n'est pas les minéraux que nous avons, parce que nous sommes en train de les épuiser. Et tous nos modèles économiques tournent autour de leur extraction, des taxes fiscales et parafiscales autour de leur extraction et de leur exportation. L'avenir de demain, c'est la capitalisation de l'intelligence, la création des brevets que nous pouvons vendre pour rendre le monde entier indépendant. Donc, si vous créez quelque chose, pas Madagascar, pas des choses comme ça, des vrais brevets qui scientifiquement sont défendables, vous allez gagner et la République gagnera. Merci beaucoup, honorable. Et moi, je réponds au nom de Kisimbangoy, David. Alors, vu que nous sommes en train de parler de l'éducation nationale, j'aimerais poser quelques questions. Et heureusement, vous êtes encore honorable, ça me permet d'entrer dans l'Assemblée nationale, même si je suis sur les plateaux. Alors, compte tenu de notre éducation, alors aujourd'hui, nous assistons à des grèves par-ci, par-là, parce que les enseignants des universités ne sont pas payés. Alors, quant à moi, je trouve que ce sont aussi ces choses-là qui fragilisent l'éducation des étudiants de l'éducation nationale. Et vous voyez, l'INBTP, pas pour longtemps, il y a un projet de construction des bâtiments pour ajouter les homes, ainsi de suite. Je vis le blanc en train de faire ce genre de travaux. Je me suis étonné. Et comment est-ce que vous pouvez être là en train de former des chauffeurs et quand il s'agit de conduire un véhicule et vous prenez les chauffeurs qui viennent d'ailleurs? Mais je ne sais pas si c'est logique ou bien... Je posais une question à un étudiant, il m'a dit qu'on nous a imposé ces gens ici. Et nous, on est là pour soulever les briques, pour les accompagner. Mais même un chef de travaux n'est pas en mesure de construire un bâtiment. On amène un blanc. Et tout cela, moi, je trouve que ça revient... Est-ce que les étudiants de l'IBTP ont manifesté? Non. C'est ça aussi la question, c'est que des fois, nous sommes coupables et, voilà. et nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. C'est vrai que ce n'est pas encouragé. Oui. Mais il y a des domaines pour lesquels nous n'avons pas d'expertise. Il y a aussi des maisons qui sont construites par les Congolais, y compris ce bâtiment. L'architecte, c'était un Congolais. Mais je monte là, les Paulines, donc c'était terrible. Ça veut dire qu'il y a des fois, nous nous sous-estimons parce que nous nous connaissons. Il y a aussi une dimension sérieux, précision dans le travail que nous devons développer. Et généralement, nous ne sommes pas conséquents lorsqu'on nous donne des choses à faire. Lorsqu'un étranger, vous lui dites « faites-moi ce bâtiment », il vous dit « je vous le donne en 6 mois »,
vous donnez cet argent aux Congolais, il va vous le livrer peut-être en 12 mois. Et quand il va vous le livrer, il va vous livrer quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes entendu. Donc il y a une dimension sérieuse que nous devons développer et il y a une dimension aussi parfaire les formations. Ça veut dire combien de professeurs aujourd'hui sont... Prenez les gens de l'ISIPA. Mais prenez au hasard, hein, faites une expérience. Demandez-lui de vous écrire un programme. Là-bas, ils apprennent encore les Pascal, des programmes obsolètes qui n'existent plus. Mais il va vous sortir de là, il va vous dire qu'il est informaticien de gestion. Vous allez lui poser la question, vous lui donnez des logiciels à manipuler ou de créer un logiciel, il est incapable de créer. Mais il a payé pendant 4 ans pour avoir ce diplôme-là, alors qu'en réalité, sur le marché, ses connaissances sont obsolètes. Donc, ce sont des investissements que nous devons faire. Moi, je suis à l'ECOFIN, en tout cas, je vais encore encourager pour qu'on donne beaucoup plus de moyens pour la recherche. Mais le sérieux aussi, nous devons être sérieux, parce que si nous ne sommes pas sérieux, on continuera à avoir des étrangers qui viendront prendre des marchés parce que nous n'avons soit pas la compétence, ou des fois, nous n'avons pas le matériel. Vous savez, des grands marchés comme ça, il y a un cahier de charges. Lorsque vous soumissionnez, on vous dit, vous devez une société qui a fait 10 ans, on doit venir dans votre société, constater qu'il y a tel matériel pour réaliser le travail, les échafaudages et tout ça. Combien de compagnies congolaises en dehors de Safricas ont tout ce qu'il faut pour faire des grosses œuvres? C'est aussi là la question. Monsieur, pour finir avec ma question, alors il n'y a pas moyen dans l'Assemblée de faire une loi pour privilégier le paiement des professeurs, l'enseignement en général? Non, les professeurs ne grèvent pas parce qu'ils ne sont pas payés. Ils grèvent parce qu'ils ont demandé des augmentations et ces augmentations sont ajustées trimestriellement et malheureusement, il y a des retards. Ces retards-là, même nous, les députés, les médecins, un peu tout le monde, pour ce mois, en tout cas le début de cette année, ça a été difficile en raison des attaques foudroyantes. Il y a beaucoup de moyens qui ont été sortis pour soutenir les FARDC. Ça n'aurait pas été le cas, ils auraient déjà peut-être pris Goma, ils auraient déjà pris Bukavu. Les difficultés de ce premier trimestre sont inversées dans le cadre des opérations militaires et j'espère que la situation va s'améliorer assez rapidement. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est de savoir, honorable Maman, pensez-vous qu'actuellement les universités au Congo donnent de l'espoir aussi longtemps que chaque année nos universités déversent dans le marché d'emploi plus de 1500 lauréats mais qui ont du mal à trouver un boulot stable? Bon, en tout cas, la question de l'emploi, on va en discuter peut-être une autre fois. Il y a une vérité, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'emploi disponible, il faut en créer. Il faut identifier des besoins, il faut en créer. Nous avons des problèmes structurels. Un jeune étudiant qui vient de finir n'a pas forcément les garanties exigibles auprès des établissements financiers pour obtenir un crédit et financer son propre projet. Et pour cela, ça fait 3 et 4 ans qu'on se bat avec le FPI pour qu'il puisse accepter de financer les jeunes entrepreneurs sans garantie aucune, sous forme avec ce qu'on appelle des incubateurs. Ça veut dire que vous amenez votre projet, il coûte 20 000, on vous demande de quoi il est fait, on vous demande la liste de vos fournisseurs, l'État paye tous les fournisseurs, le matériel arrive, on vous adjoint un auxiliaire de gestion, vous avez des signatures pour signer à 2 lorsqu'il faut sortir les fonds de roulement et commencer à travailler. Et puis à un moment donné, on vous laisse continuer avec votre entreprise et vous remboursez votre prêt à taux zéro. En tout cas, c'est en train d'être mis en place. Il y a encore une autre institution qui le fait, je crois, ça s'appelle COPEC ou je ne sais pas, mais il y a une institution, je crois les bureaux CV Royal, ANADEC, où lorsque vous avez un projet, vous y allez et je vous encourage vraiment à présenter des beaux projets qui sont bancables avec des business plans pour essayer d'obtenir un financement et créer votre propre emploi. Vous savez, ceux qui développent les pays aujourd'hui, ce sont les PME, petites et moyennes entreprises. Et donc, à défaut de trouver, comme vous êtes formé pour chercher du travail, vous êtes formé pour faire des CV, vous risquez d'être bloqué après avoir écrit 20, 30, 40 CV, vous allez vous décourager en vous disant « je ne trouve pas du travail ». Alors que vous pouvez être le moteur de travail, ça veut dire vous pouvez créer du travail. Prenez plutôt votre temps à chercher des financements via les voies que je vous ai expliquées. Après, vous pouvez vous mettre à 2 et 3, créer un beau projet et aller chercher un financement. Généralement, les bailleurs de fonds sont plus sensibles aux initiatives communes qu'aux initiatives individuelles. Et vous pourriez éventuellement avoir la chance d'avoir un crédit quelque part. Merci, honorable. Moi, c'est Jémimon Nyangé. J'ai 2 petites questions. La première,
Les systèmes éducatifs en RDC, c'est le problème du gouvernement, de professeurs ou bien des étudiants. Essayer un peu d'établir un parallélisme entre ces trois personnalités. Autre chose, pourquoi pas revoir notre système éducatif dans le sens où si une personne, bien un étudiant, s'est dit « moi je vais faire la politique », c'est de la G1 jusqu'en L2, il fait exactement la politique. Il n'y a pas de comptabilité, d'autres cours qui ne correspondent pas à son étude, bien à sa recherche. Si on peut revoir notre système éducatif dans ce sens-là, ça serait une meilleure chose. Bon, d'abord pour la première question, nous sommes co-responsables de la situation que nous avons. Le système éducatif nous a été imposé depuis les années 60. Charlemagne, on vous appelle la Révolution française, on examine, Louis XV, Louis XIV, ce n'est pas notre problème. Donc, à la base, on aurait dû nous expliquer comment les royaumes ont fonctionné et ne rester que sur ça. Après la culture générale, bon, moi, je suis président des États-Unis, tous les capitales au Congo, c'était qui, je crois, Trump, capitale et pays africain, ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Nous devrions orienter notre éducation à mieux nous connaître. Les problèmes que nous avons aussi aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, les Rwandais, ils disent qu'il y avait un royaume rwandais qui s'étendait du Rwanda jusqu'à Rutshuru. Ils disent que mais personne ne sait. Je n'ai pas appris ça. Donc, je n'ai pas appris ça à l'université, je n'ai pas appris ça à l'école primaire. Par contre, on m'a parlé du roi belge, du roi français, et tout ça, des guerres. Et puis, au salipé examen aux juifs, tu reprends la classe pour Namarama Batou. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des efforts que nous devons faire collectivement, des décisions courageuses pour y arriver. Aussi, cette affaire de... vous avez posé la question de savoir si on ne peut pas avoir une seule filière du début à la fin. Bon, il ne faut pas être trop strict, parce que ce qu'on s'allie les Sciences Po et qu'on vous prend dans un cabinet ministériel, et que vous n'avez pas de notion de comptabilité, comment est-ce que vous allez conseiller le ministre s'il y a une question économique? Je veux dire que le minimum lorsqu'on est intellectuel, c'est d'avoir des notions de base pour certaines matières. Après, vous pouvez avoir une spécialité, mais cette spécialité est généralement connectée à d'autres spécialités pour lesquelles on vous demandera de fournir des efforts ou d'avoir des connaissances qui sont minimales. Donc, le LMD permet, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'avoir cette spécialisation au bas de l'étage, d'avoir des licences en 4 ans où vous êtes spécialisé, vous avez des cours qui tournent autour de votre formation, ce qui n'était pas le cas avant. Espérons que ce système va prospérer et que dans 3-4 ans, nous aurons vraiment des vrais spécialistes. Monsieur, concernant le système LMD, pour l'option comme la médecine, ça pose vraiment un problème, puisque là, on suppose créer à la longue de vrais assassins, puisque la médecine, pour avoir une bonne formation, c'est maximum 8 ans, 9 ans. Pensez-vous vraiment, à l'espace de 4 ans, on aura de bons médecins en plus spécialisés? Vous savez, ce sont enfin, disons ça comme cela. Qui a dit qu'il faut faire 8 ans pour devenir médecin? Regardez un peu comment ce pays fonctionne. Ce Tobimi Awa, vous allez voir, dispensaire, 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 dispensaire. Vous savez que les connaissances basiques en médecine, on peut les apprendre en 4 ans. C'est-à-dire les signes vitaux, connaître le corps humain, prescrire. En Europe, tout le monde a son médecin traitant. Et je ne pense pas qu'on a l'obligation de faire 8 ans pour être médecin traitant. Après, je vous rejoins lorsqu'on parle des spécialités. Neurochirurgie. Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a même des gens qui ne sont spécialistes que de la chirurgie de la main. Chirurgie du cerveau, chirurgie des pieds, chirurgie du cœur. Il y a des personnes qui sont des dentistes. C'est toute une formation qui peut prendre 3-4 ans. Je conviens avec vous. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites passer 10 ans à une personne pour devenir médecin généraliste, ou 9 ans, pour 10 ans à Zoé quitter 2 fois, à reprendre, à 10 ans pour Azalaka généraliste à Pamba. Et vous avez pris, pour le payer combien après? C'est toute une question. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les hôpitaux de référence, je ne sais pas s'ils gagnent $1000 ou peut-être moins. Donc, vous allez prendre 10 ans de votre vie et si vous n'êtes pas aligné pour recevoir... Donc, il faut qu'on soit quand même équilibré. S'il y a des possibilités de réduire, dans la mesure du possible, je dis bien, sans sacrifier la qualité
où les connaissances manquaient, de réduire la durée du cursus pour devenir médecin, il faut exploiter ces pistes-là. Parce que les gens peuvent continuer à se former après. Pendant la pratique, ils peuvent continuer à se former. Mais s'ils ont les b.a.-ba et qu'ils ont ce que je peux appeler de nécessaire et d'indispensable, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en tenir à 7 ans, à 8 ans. Et aux États-Unis, c'est combien d'années pour faire la médecine? Pas plus de 5 ans. 4-5 ans. Mais les Américains ne sont pas des mauvais médecins. Ouais, il y a campus, c'est compliqué. Donc, on doit gagner du temps quand même, je pense. Ce sera la dernière alors. OK. Merci honorable pour la parole. Je réponds au nom de David Kiboué. Ma question est de savoir que faire face à plusieurs contraintes dont fait face notre système éducatif. Entre autres, l'inadéquation, formation, emploi, la faible qualité de l'enseignement, la non-viabilité de plusieurs établissements et les grands besoins en enseignants qualifiés. Merci. Bon, vous savez, le Japon investit jusqu'à 60% de son budget dans l'éducation et la formation. Depuis 2018, le président de la République, le gouvernement Sama s'est engagé à davantage investir dans la formation. Le principe de la gratuité est un principe qui donne la possibilité et qui a donné la possibilité à plus de 4 millions d'enfants d'avoir accès au système scolaire. Après, on peut discuter sur la qualité de l'enseignement, mais de manière croissante, on peut atteindre l'objectif d'inclusivité. Tout le monde a droit, comme le stipule notre Constitution, à l'éducation. C'est déjà un objectif. Et je peux vous assurer que pour atteindre cet objectif-là, on a engagé 55 000 professeurs, ou bien on a aligné 55 000 enseignants. Tout ça, c'est un budget. Maintenant, pour répondre à vos préoccupations, on doit faire 10 fois plus que ce qui a été fait pour la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire que lorsque nous aurons des budgets qui avoisineront 40, 50, 60 milliards, on pourra résoudre la question de la qualité de l'enseignement, des infrastructures, de la recherche. Parce que la recherche, il faut investir au moins 1 milliard, mais aujourd'hui, nous investissons 1 milliard pour se battre contre le M23. Le jour qu'il y aura la calmie dans ce pays, qu'on aura un budget de 20, 30, 40 milliards, on pourra mettre 2 milliards, 3 milliards dans l'éducation et rencontrer toutes les préoccupations que vous avez soulevées. Mais je peux vous assurer qu'avec ce que nous avons maintenant et la situation socio-économique dans son ensemble, il est pour nous impossible de résoudre simultanément le problème de la qualité de l'enseignement, le problème des investissements dans les infrastructures de l'enseignement, de la formation. D'ailleurs, l'INPP fonctionne avec l'aide de l'AFD. Et c'est la seule institution de formation professionnelle que nous avons sur l'ensemble du territoire national. Il y a la quote-part du gouvernement qui n'est pas payée régulièrement. Donc, n'eût été l'AFD et le Minerval ou les frais que payent les étudiants, l'INPP aurait déjà disparu. Donc, je crois qu'il y a d'abord une question de moyens, mais aussi une question de philosophie. Et je me résume en disant, nous devons savoir pourquoi nous formons. Et la réponse à pourquoi nous formons, c'est de prendre les problèmes que nous avons et de voir quelle formation devons-nous financer et organiser pour résoudre les problèmes que nous avons. Lors que nous allons commencer à réfléchir comme ça, vous allez voir que maintenant on a besoin de sociologues, eh bien on va mettre au campus une bourse pour la sociologie et tout le monde deviendra sociologue. Si on a besoin de philosophes, on met une bourse. Si on a besoin de polytechniciens, on met des bourses et vous allez voir que les gens vont se ruer parce qu'ils seront motivés. Donc c'est une question de moyens et de volonté politique. On a fini, donc je crois qu'on a quand même passé toute une heure ici et je vous remercie. Je vais laisser madame conclure. Voilà. Pardon? Ah, d'accord. Nous émettons depuis la 93.4. Suivez notre radio, notre chaîne, et nous sommes sur Internet sur www.iwebrdc.com. C'était l'émission La Relève. Si vous êtes intéressé, contactez-nous depuis le 081 97 99 640. Au revoir.